débarquement. C'est le débarquement. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires. C'est fantastique. C'est incroyable. On ne peut pas réaliser. Ça vous rappelle rien? Plus 4. Le jour le plus long, ça a été tourné ici, dans le poste de commandement de Longues-sur-Mer. Magnifique. Ou quand la grande histoire rejoint le grand cinéma. Le jour le plus long. Plus 4. Il cherchait son chien. Arrête! Arrête! Bayeux, durant l'Antiquité, c'est le territoire de la tribu celte des Baïocas, qui d'ailleurs vont laisser leur nom à la ville de Bayeux. Mais il va falloir attendre la conquête gallo-romaine pour qu'il y ait vraiment une ville d'importance qui se développe ici, à Bayeux, sur un axe routier très important. Un axe routier est-ouest qui suivait le littoral et qui en gros ici allait de Lisieux à Valognes. Cette ville gallo-romaine, elle s'appelle à l'époque Augusto Durum. C'est pas encore Bayeux. Mais il en reste des vestiges, notamment le décumène gallo-romain qui aujourd'hui à Bayeux est devenu la Grand Rue, à savoir la rue Saint-Patrice, la rue Saint-Malo, la rue Saint-Martin et la rue Saint-Jean. C'est le grand axe gallo-romain de la ville antique de Bayeux. Sinon, des vestiges gallo-romains à Bayeux, il en reste pas grand-chose. Il y a les thermes qui sont au niveau de la rue de la Laitière, mais ils sont pas trop visibles. Mais on a surtout un vestige très amusant pour se repérer dans Bayeux, ce sont les vestiges de l'enceinte gallo-romaine tardive du IIIe siècle, quand des envahisseurs venus du nord et l'est, à savoir les Frisons, les Saxons, ont commencé à menacer la paix romaine. Eh bien la ville s'est rétractée derrière des remparts. Et ces remparts, il y en a des morceaux qui sont parvenus jusqu'à nous. En gros, les remparts, c'était un carré, un castrum romain qui suivait très grossièrement, ça flanquait notre décumène, justement, au nord, la rue l'Archer à l'est, ça venait ici du côté de la cathédrale, puis de la rue Tardif au sud, et ça allait jusqu'à la place Charles de Gaulle. Eh bien, ces vestiges, ces remparts gallo-romains, il y en a des petits morceaux qui sont parvenus jusqu'à nous, comme ici, au chevet de la cathédrale, voilà, fin du IIIe siècle. Bayeux au Moyen-Âge, c'est évidemment les Vikings, les hommes du Nord, les premiers ducs de Normandie, avec le fameux Rollon qui va venir ici, à Bayeux, pour tuer le comte de Bayeux, le marquis de Neustrie qui s'appelait Béranger. En plus, Rollon, il est venu ici pour aussi piquer la fille du marquis de Neustrie qui s'appelait Popa. Il l'a pris par les cheveux et il l'a épousée de force. Ce qu'on appelait à l'époque un mariage à la danoise. Bon, il faut le reconnaître, Rollon, il l'a pas fait dans la dentelle, avec Popa, dentelle de Bayeux, évidemment, mais coup de peau pour Bayeux. La ville va devenir alors la résidence préférée des ducs de Normandie. Et oui, hyper important. Ils vont se faire construire un château dans l'angle sud-ouest de l'enceinte romaine. Malheureusement, de ce château, il reste rien aujourd'hui. Il a été remplacé par la place Charles de Gaulle. Il allait en gros jusqu'à cette statue magnifique au milieu de la place, qui d'ailleurs, selon les habitants de Bayeux, représenterait notre fameuse Popa, qui avec Rollon va fonder la lignée des ducs de Normandie. Alors là, il est temps de faire une petite distinction, très important, puisque les habitants de Bayeux, c'est pas tous les mêmes. Si vous êtes né à Bayeux, vous êtes des Bajocas. Mais si vous habitez juste à Bayeux, vous êtes des Bayeuxins. Et moi qui ne suis ni né à Bayeux et qui n'habite pas non plus à Bayeux, eh ben je suis rien du tout. Je suis juste un visiteur, mais heureux d'être là et de dire bonjour à Popa. Salut Popa! Avec le temps, nos ducs de Normandie vont devenir de plus en plus puissants. Et voilà, 4 générations après Rollon, le nouveau duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, qui se met à rêver d'un royaume et qui va partir conquérir l'Angleterre. Et bien paradoxalement, c'est au moment où la Normandie devient de plus en plus puissante que Bayeux va perdre de son importance. Parce que le duc de Normandie, Guillaume, va préférer comme résidence principale et préférée, il va préférer Caen. Du coup, Bayeux va alors devenir la ville de l'évêque. Une cité épiscopale dont l'évêque à l'époque de Guillaume le Conquérant n'est autre que son propre demi-frère, Odon de Condeville, alias Odon de Bayeux. Et c'est à lui, Odon, que l'on doit les parties les plus magistrales, magnifiques de cette cathédrale, comme les 2 tours de la façade, mais aussi la crypte.
Regardez-moi ça comme elles sont impressionnantes. Les tours romanes de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux. Elles sont sublimes, hein, 11e siècle. Et si justement la cathédrale de Bayeux est aussi belle, c'est parce qu'elle a pu profiter des retombées économiques de la conquête de l'Angleterre. Et oui, comme l'évêque de Bayeux, c'est le demi-frère de Guillaume. Eh bien Guillaume, il a fait kiffer son demi-frère. Bayeux reste en famille et on l'a fait resplendir. Oui, alors, si la capitale des ducs de Normandie, elle est maintenant plutôt du côté de Caen ou de Rouen, eh bien, le nouvel homme fort de Bayeux, à savoir l'évêque de Bayeux, j'ai nommé Odon de Condeville, qui n'est autre que le demi-frère de Guillaume le Conquérant, il va quand même laisser une trace incroyable, un cadeau inestimable pour Bayeux, un trésor qui fait la renommée de la ville encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'étais particulièrement excité à l'idée de venir faire un atout de Berzingue à Bayeux. Ce cadeau, ce trésor hallucinant qui est protégé à l'UNESCO, il est derrière moi. C'est la tapisserie de Bayeux qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Une tapisserie qui date du XIe siècle, qui a 900 ans et qui est parvenue jusqu'à nous, qui est hallucinante. Et je vais vous la raconter dans le détail un peu comme une BD. Cette tapisserie, elle a été commandée par Odon de Condeville, par le frère de Guillaume le Conquérant. On a longtemps hésité sur le commanditaire. On s'est dit c'est qui? Est-ce que c'est la femme de Guillaume qui l'a tissé elle-même, Mathilde? C'est qui a voulu faire ça? Maintenant on sait que c'est Odon de Condeville parce qu'il a voulu ainsi prouver sa fidélité à son frère. Il lui a dit, vas-y c'est bon, vas-y va conquérir l'Angleterre, prends le trône, prends la couronne des Anglais, moi je reste, je surveille tes arrières, il n'y a pas de souci, je suis fidèle et je vais diriger Bayeux tranquillement d'une main de fer pour toi mon frère. Je vais pas être un fumier de traître comme Harold. Ah oui parce que Harold, dans la tapisserie, il en prend pour son grade. En gros, Harold, c'est l'anglais. Donc ça fait grincer les dents des Anglais quand il voit la tapisserie. Il dit, bah non, attendez, quand même, Harold, il a défendu les Anglais contre l'envahisseur normand. Ah oui, il faut pas oublier que Guillaume le Conquérant, c'était un viking. Bref, venez, je vais vous raconter la BD. Ça commence là-bas. Alors, vous êtes prêts pour l'histoire de la conquête de l'Angleterre racontée par la tapisserie de Bayeux? Alors, je vais essayer d'aller un peu vite, parce qu'il y en a pour 70 mètres de long. Hein? Allez, c'est parti! Alors, tout commence par un beau jour de printemps en Angleterre, avec Édouard, qu'on reconnaît bien, avec sa couronne. Il parle avec Harold, et il lui dit « Oh bah je commence à être un peu fatigué, j'ai pas tardé à rendre les clés, donc va en Normandie, chez mon vieux petit neveu, là, parce qu'il était cousin, chez mon cousin Guillaume le Conquérant, et dis-lui que c'est lui qui va me succéder. Ok Harold? Ok, j'y vais papy. » C'est parti. Donc là voilà, Harold il est content, on le voit qui chevauche, on le reconnaît parce qu'il a une moustache, vous voyez? Il a une moustache, et il a un faucon, qui est signe d'autorité, de puissance, de pouvoir. Il est aussi avec ces trucs-là qui ressemblent à des lions, des léopards, là, ouais, les léopards anglais. Voilà, donc on y va, on va partir pour prévenir Guillaume le Conquérant qui va succéder au roi d'Angleterre. Et donc voilà, ils sont sur le Channel, on voit que là encore c'est Harold qui pilote, il est comme moi, il adore le bateau, on le reconnaît sa petite moustache, et il traverse le Channel pour aller en Normandie. Et ça y est, ils sont arrivés, mais malheureusement Harold il devait être bidon en termes de boussole, puisqu'il n'est pas allé au bon endroit, et il se fait capturer par Guy de Ponthieu. Voilà, on le voit bien là qui se fait attraper par les mecs, et bah t'es pris en otage mon pote. Et évidemment, quand Guillaume apprend que Harold a été capturé, il se précipite pour aller retrouver Guy de Ponthieu et lui dire « T'as intérêt à le libérer, mon pote ». On le reconnaît bien, Guillaume, parce que il est coiffé comme un Iroquois. Les Normands, à l'époque, voilà, ils avaient vraiment le crâne rasé avec une petite touffe sur la tête. C'est Guillaume, hein, en première ligne. Et voilà, là, on va parlementer. On reconnaît bien Guillaume à droite, hein, avec sa coupe d'Iroquois, et à gauche, Guy de Ponthieu, lui aussi, il a son faucon, c'est un seigneur, et Harold avec son faucon aussi. Et voilà, et Guy lui dit « C'est lui que tu veux ?» Et Guillaume dit « Oui, c'est lui que je veux, tu le libères, parce que c'est mon copain, on va aller se battre ensemble contre les Bretons. » Ça y est, Harold est libéré, donc maintenant il part avec Guillaume faire une petite visite touristique des côtes normandes. On les voit ici au Mont-Saint-Michel, et tout le monde connaît évidemment les sables mouvants hein, du Mont-Saint-Michel. Eh bien, regardez ça, pas loupé, il y a des Normands qui vont s'ensabler, et heureusement, qui est là pour les sauver? Harold! C'est là qu'on voit quand même que c'est pas encore un traître, quoi. Il sauve des Normands, le mec, il est courageux. Ah, c'est bien pour les Anglais, ça! Bon, le tourisme, c'est pas tout, mais il faut se battre hein, aussi. Et là, on voit nos Normands qui prennent Dol de Bretagne, avec le duc de Bretagne, Conan, qui fout le camp, là. Regardez comment il se sauve avec la corde, à droite. Ils prennent Rennes aussi. Ils prennent Dinan. Et ça continue. Et ils sont contents. Et on les retrouve enfin à Bayeux. Voilà. Baguias. Regardez. Et à Bayeux, il y a un truc très important. C'est qu'on a Harold
qui prête serment de fidélité sur les reliques. Voilà, il lui dit le but de sa mission. Édouard va crever. Eh bien, c'est toi, Guillaume. Regardez, il est à gauche, là, en majesté. C'est toi, Guillaume, qui va hériter de la couronne d'Angleterre. Je jure sur les reliques que je te serai fidèle. Est-ce que je peux partir en Angleterre pour l'annoncer? Oui. Ah bah, tu peux retourner en Angleterre pour dire à Édouard que j'accepte le trône d'Angleterre. Dès qu'il est crevé, j'arrive. Et voilà, Harold, il est de retour en Angleterre, devant Édouard, qui a bien vieilli, hein. Quand on regarde Édouard de près, on se dit qu'il en a plus pour longtemps. Mais regardez comme il est bizarre, Harold. Il est tout soumis, là, il est tout bossu, il est tout voûté. On se doute qu'il prépare un mauvais coup. Alors là, très important pour faire plaisir à nos amis anglais, première représentation de l'abbaye de Westminster. Attention, c'est quand même pas de la quiche. Et là, on voit que ça y est, là, il y a un cercueil. C'est Édouard qui est mort. Alors là, c'est un petit peu le bazar, c'est en désordre, parce que là, on le voit mourir après. Bon, voilà, je pense qu'il y avait un problème au niveau de la direction artistique. Le mec a dû se faire virer. Mais bref, regardez, voilà. Là, il est mort, Édouard. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire, Harold? Et bim, climax. Attention, Netflix, la grosse série, là, on est à la fin de la première saison. Harold décide de mentir, de se parjurer, et il prend le trône d'Angleterre. Regardez-le, là, il est avec les insignes du pouvoir. Il avait promis à Guillaume, et il a pris le pouvoir. Ça va pas se passer comme ça. Saison 2, la revanche de Guillaume. Et là, ça y est, il est sur son trône, Harold, hein. Mais regardez comme elle est bizarre, l'image. Elle est toute tordue. Et lui-même, il est tout chancelant, là, il tient pas sur son trône. Et regardez en bas, il y a un truc un peu fantomatique avec des barques vides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mauvais présage, ça, hein. Et en plus, regardez ce qu'il y a dans le ciel. La comète de Halley. Et oui, elle a traversé le ciel anglais et français en 1066. Spéciale dédicace à Thomas Pesquet. Et ça, la comète de Halley, c'est pas bon pour les Anglais. Ça veut dire que Guillaume prépare sa revanche. Saison 2 sur Netflix. Ça va cogner, Game of Thrones. Et oui, des espions sont venus prévenir Guillaume et Odon que Harold avait trahi, qu'il s'était parjuré et qu'il avait pris lui-même la couronne. Donc, Guillaume et Odon se réunissent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ça va barder. On va se venger. Prépare des bateaux, construisez des navires. On va envahir l'Angleterre et on va reprendre la couronne nous-mêmes. Voilà, là on y va. Préparatif de la bataille. Prépare les bateaux, on prépare les navires, on prépare la baston. Et là c'est assez intéressant parce qu'on voit toutes les techniques de l'époque pour transporter les armes, la logistique, le ravitaillement. Et là ça y est, on embarque, on va traverser le Channel, direction Hastings. Il y en avait des bateaux, hein. Là, il y a tous les compagnons d'armes de Guillaume. Et ça y est, ils débarquent, ils s'installent. Et là, avant la bataille, une petite veillée d'armes avec un ravitaillement, avec un petit barbecue. C'est sympa. Et oui, on peut faire la guerre, mais on peut aussi joindre l'utile à l'agréable. Et là, ça y est, c'est le D-Day, le jour du débarquement, le jour de la bataille. Nous sommes le 14 octobre 1066. Les Normands, ils sont prêts à en découdre. Regardez comme ils sont entassés. Regardez toutes les jambes des chevaux là qui suggèrent le nombre, la masse imposante des Normands. Rien ne va leur résister. Et c'est la charge. Voilà. Et là, regardez les frises qui sont en dessous. Tout d'un coup, les jolis petits animaux, le petit bestiaire médiéval, très imagé, très sympa, va être remplacé par des cadavres. Parce que ça va commencer à crever sur le champ de bataille. Il va commencer à y avoir des morts. Ça va être terrible. Et oui, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Regardez, boum, ça y est. En bas, ça y est, c'est des cadavres. C'est constellé. C'est constellé de cadavres, de Normands, d'Anglo-Saxons entrelacés. Et là, stop, regardez, c'est la fin. Harold est mortellement blessé d'une flèche dans l'œil. C'est très symbolique, hein, la flèche dans l'œil, c'est vraiment une punition divine. C'est fini, Harold est vaincu, victoire aux Normands, Guillaume le Conquérant va devenir roi d'Angleterre. Et voilà, le combat est fini, les Anglais ont fui, mais malheureusement, il n'y aura pas de saison 3 sur Netflix parce qu'on a perdu le reste de la tapisserie de Bayeux. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, Guillaume est roi d'Angleterre, après Hastings. Alors au Moyen-Âge, les Normands, ils ont conquis l'Angleterre, mais malheureusement, les Normands, ils vont se faire conquérir par le royaume de France, hein, à partir de Philippe Auguste en 1204. Mais Bayeux va rester un peu en dehors de tout ça, puisque c'est une cité épiscopale. Elle est protégée par l'évêque et en quelque sorte par Dieu. En plus, elle est surtout protégée par ces puissantes enceintes gallo-romaines qui au Moyen-Âge ont été renforcées. Alors de ces enceintes médiévales de Bayeux, il n'en reste pas non plus grand-chose aujourd'hui, hormis cette tour que vous avez derrière moi au niveau de la rue de Saint-Malo et qui date de la fin du XIIe siècle. Donc justement, à partir du moment où la Normandie s'apprête à devenir française. Et ainsi, bien protégé par ses enceintes et par son évêque, eh bien Bayeux va s'enrichir. Au Moyen-Âge, le commerce battait son plein, comme en témoignent ces magnifiques maisons médiévales que vous avez derrière moi. Regardez-moi ça, dans le quartier des Rôtisseurs, rue des Cuisiniers. Hein, c'est pas joli?
Et oui, toujours au niveau de la rue Saint-Malo, juste à côté de notre tour, eh bien les remparts romains qui sont devenus les remparts médiévaux de Bayeux. Ils sont là, on se croirait au Mans. Mais Bayeux, au Moyen-Âge, c'est quand même la guerre de 100 ans, dont les derniers moments décisifs vont se dérouler ici, tout près de Bayeux, à Formigny-la-Bataille. Il va y avoir une terrible bataille entre les Français et les Anglais le 15 avril 1450. Finalement, les Français vont l'emporter et quelques jours plus tard, eh bien, Bayeux, qui était tenu par les Anglais, va être libéré. Et à l'été 1450, donc quelques semaines plus tard, eh bien, c'est toute la Normandie qui va être débarrassée du joug anglais. Et enfin, 3 ans plus tard, en 1453, à Castillon-la-Bataille, eh ben ça y est, la guerre de 100 ans, ça sera enfin terminé. Mais bon, c'est ici, en 1450, à Formigny-la-Bataille, que tout s'est joué en faveur des Français. Enfin, ça y est, ça sentait la fin. Bah tiens, chapelle Saint-Louis, érigée en 1486 pour célébrer la victoire des Français contre les Anglais. Et là, on est sur la future Nationale 13, hein, la grande voie romaine qui conduit à Bayeux. D'ailleurs, tiens, on retourne à Bayeux. Eh oui, la bataille de Formigny, elle a été décisive, elle a surtout été terrible, acharnée entre les Français et les Anglais. Et peut-être que sans l'arrivée des troupes du duc de Bretagne, le comte de Richemont, Arthur III, dit le justicier, eh ben les Français, ils auraient peut-être pas gagné. Et du coup, la guerre de 100 ans, elle aurait continué. Donc, merci aux Bretons. En tout cas, cette bataille, elle a été vraiment acharnée, vraiment terrible. Et encore aujourd'hui, la terre s'en souvient. Parce qu'il y a plein de champs, comme celui que vous avez derrière moi, qui conservent une trace de cette bataille. Vous savez comment on l'appelle ce champ derrière moi? On l'appelle le pré des Anglais. Mais il y a aussi plus loin le tombeau des Anglais ou encore la pièce des Anglais. Parce que c'est sous cette terre qu'on a enterré les milliers de morts anglais qui ont perdu la bataille de Formigny. Et à Bayeux, il y a un vestige amusant qui date de la guerre de 100 ans. C'est au sommet de la cathédrale, une maison de guet, ici, qui permettait de surveiller les environs. Vous voyez, cette petite maison, voilà. La maison du guet. Bayeux, à l'époque moderne, c'est un vent nouveau qui va souffler sur la ville après les guerres de religion, le vent de la contre-réforme au XVIIe siècle. Et oui, comme Bayeux, c'est la ville de l'évêque, eh bien l'évêque va encourager la venue dans Bayeux d'une dizaine de nouvelles congrégations religieuses qui va avoir pour mission de rééduquer le peuple de Bayeux, mais aussi des alentours, dans la bonne religion catholique. Et parmi ces nouvelles congrégations religieuses, il y en avait qui étaient très progressistes. Notamment les sœurs de la Providence qui vont vouloir prendre en charge et venir en aide aux jeunes filles. Les jeunes filles seules, abandonnées. Au Moyen-Âge, une jeune fille seule, ça n'existe pas. Il faut la marier. Eh bien, ces sœurs de la Providence vont vouloir lutter, affronter cette vieille tutelle maritale en permettant aux jeunes filles de s'assumer, d'être plus responsables, plus autonomes en apprenant un métier. Et ce métier, ce sera celui de dentelière. La dentelle de Bayeux, ça va faire la fortune de la ville. À la veille de la Révolution, il y a des centaines de dentelières qui sont installées à Bayeux avec leur matériel que vous voyez ici, la fameuse dentelle à fuseau. Et tout cela est magnifiquement raconté dans le MAB, le musée d'art et d'histoire Baron Gérard, qui occupe l'emplacement de l'ancien palais épiscopal et qui vous raconte l'histoire de la ville et en particulier l'histoire de la dentelle de Bayeux qui a fait la renommée et la fortune de Bayeux à partir de l'époque moderne. Tout est là.
Et là, je résiste pas au plaisir de vous faire une petite démonstration de dentelle de Bayeux. Non, c'est pas moi qui vais le faire, c'est plutôt une spécialiste. On est ici au conservatoire de la dentelle de Bayeux avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. On vous dérange pas, mais là vous êtes en train de faire de la dentelle de Bayeux? Exactement. Alors, donc là, je suis sur un métier à roue comme ce qu'elles utilisaient au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Donc c'est des métiers en fait, dont on peut tourner la roue. Donc elle faisait les dentelles en bande au kilomètre comme on dit. Et donc là je suis sur un motif typique de la dentelle de Bayeux qui existe depuis quelques décennies, voire centenaires. Et qui s'appelle la feuille de lierre. C'est la feuille de lierre. Voilà, et on reconnaît bien la petite feuille sur le motif en fait, parce que la dentelle de Bayeux, c'est une dentelle à fil fin, avec un fil qui souligne le motif, et là on reconnaît bien le type de feuille qui est dessiné. Le lierre. Voilà, exactement. Bah merci beaucoup. Bon bah je vous laisse travailler. On se retrouve dans plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années. Je serai peut-être morte ici. Mais par contre, le matériel sera encore là. Lui. Mais par contre, le matériel sera encore là. Et surtout le savoir-faire. Et le savoir-faire. Exactement. À bientôt, merci Cécile. Mais il y a un autre événement qui va révolutionner Bayeux au XVIIIe siècle, c'est quand le roi Louis XV va vouloir affaiblir les grands parlements régionaux qui parfois contestaient son autorité. Donc pour les affaiblir, il va les diviser en créant de nouvelles juridictions, comme ici, à Bayeux. Et du coup, la ville va recevoir l'arrivée de nouveaux habitants, des gens très riches, aisés, des magistrats, des avocats, toute une noblesse de robe, qui dans Bayeux va se faire construire de somptueux hôtels particuliers. Avec des parcs, donc on va ouvrir la ville, on va péter les remparts, et Bayeux va prendre un air de grand siècle, de siècle des Lumières. Comme par exemple, ici derrière moi, avec l'hôtel de Castille, 18e siècle, ambiance Louis XV. Bayeux, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va continuer à prospérer durant la révolution industrielle, parce que d'abord, le chemin de fer va passer très tôt, par Bayeux, mais surtout en France au 19e siècle, il va y avoir une nette amélioration du réseau routier avec la création d'un système en étoile de routes nationales. Il y en a 14 de ces routes nationales qui sont prioritaires au départ de Paris. Eh bien, figurez-vous, il y en a une qui va passer par Bayeux. C'est la nationale 13 qui reprend ici dans Bayeux le tracé de la vieille voie romaine, cette grande rue qui depuis toujours traverse Bayeux d'est en ouest. Et donc cette nationale 13 qui relie directement Paris à Bayeux, eh ben c'est bon pour le commerce. Bayeux aujourd'hui, c'est évidemment le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Et quel souvenir! Bayeux, première ville française continentale à avoir été libérée dès le 7 juin 1944. Et ce, sans un coup de feu, sans un bombardement, sans destruction, ce qui est rarissime pour la Normandie. Bayeux, c'est avec Honfleur, la seule ville qui a été libérée sans qu'il y ait eu de sérieux dommages. Enfin, quand je dis pas un coup de feu, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, il y a eu quand même quelques coups de feu, ici derrière moi, dans des bâtiments administratifs à côté de la mairie, où il y avait des Allemands. Il y avait 3 Allemands qui étaient restés pour surveiller l'avancée des troupes du débarquement. Donc ils étaient là en renseignement, attention ils arrivent, ils sont en train de passer par là, etc. Donc ça suffit, arrêtez de nous espionner, rafale de mitraillettes, on les a fait descendre. Mais sinon, pas un coup de feu. Et si Bayeux a été miraculeusement préservé des destructions, c'est parce qu'en fait les Anglais voulaient en faire une base arrière pour le débarquement, pour pouvoir profiter ainsi un maximum des infrastructures déjà existantes, pour installer un hôpital militaire par exemple, mais aussi pour pouvoir dispatcher le plus vite possible le matériel, les camions, les tanks qui avaient été débarqués à Romanche, là où il y avait le port artificiel. Donc voilà pourquoi on va créer à Bayeux, en 1944, le premier périphérique de France pour dispatcher le plus vite possible les camions, les tanks sur la ligne de front. Ce premier périphérique, ce premier bypass pour les Anglais, eh bien c'est le bypass ici à Bayeux, le périph'. On ne peut pas parler de Bayeux durant la Deuxième Guerre mondiale sans parler d'Arromanches.
Parce que si Bayeux a été préservé des destructions, c'est parce qu'il y avait Arromanches, et plus précisément le port artificiel d'Arromanches que vont construire les Anglais pour permettre le débarquement de toutes les marchandises nécessaires à la victoire, les tanks, les camions. Ce port artificiel d'Arromanches, il était incroyable, c'était le plus important du débarquement. Les Américains, eux aussi, vont vouloir construire un port artificiel du côté de Colville-sur-Mer, mais malheureusement, il ne va pas résister à une tempête en juin 1944. Alors que le port d'Arromanches, lui, il a tenu bon. Il va fonctionner jusqu'en décembre 1944. Il faut dire que les Anglais, ils avaient bien choisi leur site. Ah ouais, il était prioritaire. Hein. Quand on va lancer l'opération Gold, tout se développe autour d'Arromanches. Parce que Arromanches, déjà à l'époque des Gaulois, déjà à l'époque des Baïocas, c'était un petit port, une petite anse protégée. On ne la voit pas ici à l'œil nu, mais il y a une barrière rocheuse qui permet d'installer un petit port, un abri pour les bateaux. Et ça a tellement bien fonctionné encore aujourd'hui que de ce port artificiel d'Arromanches, eh bien il en reste encore des traces. Regardez par exemple derrière moi, vous avez les fameux caissons Phénix qui doublaient la barrière rocheuse pour créer des brise-lames et permettre aux bateaux d'accoster, d'amarrer tranquillement. On a aussi des restes de flotteurs. Ces flotteurs qui permettaient de créer des ponts flottants sur lesquels descendaient, étaient déchargés les tanks, les camions qui allaient combattre pour la reconquête de la France. Et il y a aussi, et là c'est une spéciale dédicace pour les habitants d'Arromanches, un prolongement de quai, une plateforme avec un numéro célébrissime ici, le numéro 449. Ça, le 449, c'est le chiffre d'Arromanches. « 449, Arromanches ». Et comme Bayeux était la base arrière des Anglais pendant le débarquement, eh bien c'est à Bayeux qu'il va y avoir le plus grand cimetière militaire anglais de la Deuxième Guerre mondiale, avec près de 4200 tombes de soldats du Commonwealth qui sont tombés pour la France et pour la liberté. Et devant le cimetière militaire anglais de Bayeux, il y a une dédicace très émouvante qui résume magnifiquement les liens éternels, heureux et parfois malheureux qu'on a pu avoir avec notre voisin anglais. Nous, vaincus par Guillaume, avons libéré la patrie du vainqueur. À Bayeux, on n'oublie pas les Anglais, mais on n'oublie pas non plus les Français. C'est pourquoi c'est ici que dès le 14 juin 1944, le général de Gaulle va faire un premier discours pour rappeler que les Français libres combattaient aux côtés des Alliés pour libérer le pays. C'est aussi ici, dans l'hôtel de la sous-préfecture de Bayeux, que le général de Gaulle va installer un commissariat régional de la République qui va un petit peu réorganiser le pays jusqu'à la libération de Paris en août 1944. Donc en gros, avant la libération de Paris, eh bien, Bayeux va être la capitale provisoire de la France jusqu'en août. Ici, c'était l'Élysée. Et quand je vous disais que la France libre était née à Bayeux, c'est pas de la quiche, hein. Parce que c'est aussi ici que va être réorganisée la presse officielle libérée. Et le premier journal libéré, il est né ici, à Bayeux. C'est la renaissance du Bessin. Et oui, mesdames et messieurs, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France libre est née à Bayeux.